tous pour ce dernier jour de la semaine. Donc je vous propose dans notre rubrique C'est Sport de parler d'un vélo, pas n'importe lequel, le vélo couché. Alors vous verrez ce que c'est dans notre rubrique C'est Sport avec Jamie Waimo. Ensuite nous parlerons des médecins qui exercent en tribu. Nous en parlerons avec Anna Chiron dans notre rubrique Santé. Et ensuite pour terminer dans notre rubrique Fin bon, nous vous proposerons une recette à partir avec des crevettes. Donc à découvrir dans notre rubrique gastronomique. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Pitoisé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur du livre Le Nickel, une passion calédonienne, édité par Rayon Vert. Et aussi, on vous connaît en Nouvelle-Calédonie, vous êtes aussi également journaliste, vous avez écrit avec Claude Wéry, Mystère d'Angue, le livre également sur Carambeu, vous avez fait un certain nombre de documentaires sur l'usine du Nord. Ouais. Alors aujourd'hui, ce livre est pendu, je veux dire ça tombe bien, le nickel fait l'actualité en Nouvelle-Calédonie. En ce moment. Oui, en fait, j'ai eu l'idée l'année dernière parce que je pressentais que de toute façon le nickel, ça allait être un préalable aux accords politiques. Donc c'est pour ça que je me suis lancée. Et tout au long de l'année, l'actualité s'est nourrie jusqu'à culminer au moment avec le conflit des rouleurs. Donc c'est à ce moment-là que j'ai presque terminé le livre. J'ai terminé le 15 septembre parce que je voulais qu'il sorte pour donner des éléments d'explication aux gens parce que je pense que il y a très peu de personnes qui arrivent à en connaître les tenants et les aboutissants. Effectivement, oui. En dehors de tout contexte politique. Alors on va revenir sur le livre. Je voudrais avoir votre analyse sur justement la décision du gouvernement il y a peu sur le fait qu'ils accordent l'exportation à MKM et que justement quand Trackmine revient, ils ne sont pas trop d'accord. Votre analyse sur ce sujet? Bon, alors je pense qu'il y a un jeu politique parce que ce vendredi matin, il y a une conférence de Trackmine où on a mélangé allègrement les exportations vers la Chine et puis une demande politique en disant si c'est comme ça on va faire chuter le gouvernement. C'est un mélange des genres qui à mon avis n'est pas très bon pour le nickel. Il faut le sortir de ces enjeux passionnés et je pense qu'il faut vraiment beaucoup se penser sur la conjoncture internationale pour replacer le nickel calédonien dans un ensemble global. Mais on parle souvent justement du cours du nickel qui n'arrête pas de dégringoler. Comment la Nouvelle-Calédonie peut sortir de cette crise finalement? La Nouvelle-Calédonie elle ne peut que subir le cours du nickel. Ce que dans le livre les analystes que j'ai été voir disent beaucoup, c'est que c'est les coûts de production en Calédonie. Donc je pense que les deux usines du Nord et du Sud, elles se sont lancées dans des plans de restriction des coûts. Donc je pense que la Calédonie, elle a du minerai, une bonne situation géographique, mais elle a des coûts de production qui sont énormes par rapport à des pays asiatiques ou par rapport à l'Indonésie, les Philippines. Donc je pense que c'est vraiment sur là-dessus qu'il faut jouer. Alors on va revenir justement parce que le sujet du jour c'est votre livre, Le Nickel, une passion calédonienne. Donc vous rappelez un peu l'histoire, comment a été découvert le nickel. Vous parlez également de Vallée, SMSP, Ballon, Ninko, Kwangnyong. C'est important de rappeler aujourd'hui ces histoires-là avec ces grands, on va dire, SMSP, Ballon, de Ninko. Oui, c'était important parce que je pense que dans l'histoire du pays, on voit que, d'abord, il y a toujours eu des crises, que les crises, elles ont toujours suscité des entreprises qui disparaissent, d'autres qui renaissent. Je pense que quand, par exemple, j'ai un peu regardé la biographie de John Higginson, il m'a beaucoup fait penser à André Dang dans la manière d'agir, je veux dire, j'ai essayé dans l'histoire de reprendre les points qui se raccrochaient à l'histoire de maintenant. Et l'histoire des usines, je les ai reprises aussi depuis le début, de façon à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Donc il y avait un premier biais qui était l'histoire et prendre du recul par rapport aux choses, voir que finalement, c'est sur des longues périodes que ça se déroule. Alors dans ce livre, justement, vous avez mentionné André Dang, vous faites un certain nombre de portraits, vous parlez d'une femme, justement, Janine Descamps, qui est la seule femme d'ailleurs parmi les portraits là. Vous parlez aussi d'un homme qui est le plus jeune parmi les quatre, Alcide Ponga. Pourquoi ces personnages? Alors Janine Descamps, c'est facile parce que c'est la seule femme, c'est une femme qui a marqué le monde du nickel et que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à des niveaux de responsabilité dans le secteur du nickel. Et Alcide Ponga, parce que je pense qu'il fait bien la liaison entre deux mondes, c'est-à-dire qu'il est dans le monde entrepreneurial, il est aussi maire de sa commune, il est dans un monde coutumier. Je pense que c'est vraiment une des personnalités qui marquera l'avenir de la Calédonie. Alors vous écrivez à un moment donné, tous pensent international et non
local, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il est temps de développer autre secteur que le nickel? C'est quoi exactement? Là, ce que j'ai voulu dire, c'est simplement qu'en Calédonie, on a toujours raisonné en fonction des enjeux locaux. Ouais. On s'est focalisé sur la relation France-Calédonie, notamment avec la SLN, avec Eramet. Et je pense que maintenant, il faut penser international. Donc c'est pour ça que moi, je suis allée à Singapour, je suis allée au Canada, je suis allée à Londres. C'était l'objectif du livre, c'était rencontrer des personnes extérieures et comprendre, moi, et puis le faire comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Alors qu'est-ce que vous avez retiré de toutes ces rencontres finalement? Alors la première chose que j'ai retirée, c'est que tout le monde est un peu, je veux dire, un peu estomaqué par les sommes d'argent qui ont été investies en Calédonie pour finalement, au bout de 15 ans, produire assez peu, puisque l'usine pilote du Sud, c'était en 1999 quand même. La deuxième chose, c'est qu'en fait, la Calédonie, elle ne s'est pas rendue compte de ce qui se passait en Chine avec le pig iron, ce métal qu'on traite un peu avec mépris en disant c'est du petit métal et qui maintenant est en train de monter en gamme. Je veux dire, les Chinois, ils ont produit. Il devient important, il devient de meilleure qualité aussi. Alors, dans ce livre aussi, vous parlez du fonds nickel. Donc, est-ce qu'il est trop tard pour renflouer cette caisse? Bon, alors, il n'est jamais trop tard. C'est pas le fonds nickel, c'est le fonds pour les générations futures, dont Anne Dutilleul parlait dès 2003. Je veux dire, s'il avait été créé, mettons, en 2005, on aurait bénéficié de tous les apports de la grande période 2007 des cours du nickel. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais actuellement, pour l'abonder, ça va être difficile. Alors, dans ce livre également, une page technique pour ceux qui ne comprennent pas le sujet du nickel. Oui, c'est un chapitre un peu comprendre, c'est le nickel pour les nuls. C'est vraiment, mais ce que j'ai voulu expliquer, c'est par exemple comment est-ce qu'on calcule une teneur, de façon à ce qu'on sache de quoi on parle, quels étaient les différents minerais, la différence entre la modulation, la sous-traitance. Et je l'ai mis à la fin parce que je ne voulais pas freiner la lecture. Je voulais que ça soit une lecture facile, puis celui qui veut approfondir, il va à la fin. Bon, on va pas tout dire, on va laisser justement les lecteurs découvrir le contenu de ce livre. Un numéro de téléphone pour ceux qui veulent justement se le procurer. Mon téléphone, c'est 81 56 41. Et un mail peut-être? Oui, alors c'est annepitoiset@gmail.com. Tout en minuscule et tout attaché. Anne Pitoiset, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Bonjour Jamie, aujourd'hui on va parler d'un vélo pas comme les autres. En effet, bonjour Elise et bonjour à tous. Pratiquer du vélo couché, c'est possible et c'est surtout réalisable sur un vélo horizontal ou sur un vélo couché. Alors qu'est-ce que cet engin? C'est un vélo comme les autres avec un pédalier, deux chaînes, donc deux pignons, deux freins et un guidon, Elise, sauf que là, le conducteur est en position allongée, donc couché sur le dos, les jambes à l'horizontale pour pédaler. Le pédalier est situé bien évidemment à l'avant du vélo et la selle est remplacée par un siège où le dos est appuyé. Donc sur ce siège, bien à l'image, ça donne ceci tout simplement. Voilà ce qu'on a à l'image là. Donc eh bien c'est ça le vélo couché, c'est le vélo horizontal. Donc voilà la roue qui est légèrement placée en dessous des genoux, le pédalier qui est véritablement à l'avant. Donc voilà, on voit bien le siège qui remplace la selle, sinon après c'est comme tout vélo classique. Vous avez les freins, les deux chaînes avec les deux pignons. Là, ce qui est bien avec ça, c'est que le guidon il est situé juste au-dessus des genoux. Donc du coup, le poids que l'on a sur un vélo normal que l'on a sur les poignets, et bien sur ce type d'embarcation, le poids sur les poignets n'existe plus. Après, voilà, je me demande bien, quand je regarde cette image, comment est-ce que les vélistes, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui utilisent cette embarcation, cet engin plutôt, comment est-ce que les vélistes bien font lorsqu'ils sont sur une côte. Voilà. C'est vrai que ça doit être violent. Ça doit être violent. Et qui est l'inventeur justement de cette embarcation? Alors, il a été inventé par le constructeur Charles Mouchet. C'est un Français après la Seconde Guerre mondiale en France. Donc, dans ce climat d'après-guerre, les Français n'avaient plus les moyens d'acquérir une voiture tout simplement. Et ce vélo constituait donc une bonne manière plutôt de pouvoir se déplacer à moindre coût. Et voilà. je suppose que ça a des avantages et bien évidemment des inconvénients. Alors, par quoi on commence, Elise? Les avantages.
Tu préfères les avantages ou plutôt les inconvénients? Allez, les inconvénients, c'est parti. Donc, sur un vélo couché, parce que moi, j'ai prévu de parler d'abord des inconvénients. D'accord. Donc, alors, sur un vélo couché, regarder vers l'arrière. Il faut savoir que regarder vers l'arrière n'est pas facile, donc, de par la position du véliste. Donc, mieux vaut circuler sur les routes dédiées pour ceux qui débutent avec, voilà, comme on le voit là, regarder à l'arrière, effectuer un dépassement, ça risque d'être dangereux. Donc, pour les novices, donc, mieux vaut circuler sur les pistes cyclables. Hein. Et puis, pour les utilisateurs, donc l'engin est beaucoup moins visible pour les utilisateurs urbains. Je vais y arriver comme cette jeune dame à l'image. Donc, l'engin est moins visible, surtout dans une file de véhicules. Plus le vélo est bas et plus le cycliste est en danger. Encore une fois, pour les novices, sachez que cette pratique nécessite beaucoup de maîtrise et de place, surtout pour changer de fil entre les véhicules arrêtés. Et donc, si on souhaite commencer par justement commencer le vélo couché, mieux vaut débuter sur des pistes cyclables. C'est ça, il est surtout qu'il est plus facile de circuler sur un vélo couché que sur un vélo normal. On se fatigue moins. Sur un vélo couché, la position allongée permet une meilleure pénétration de l'air, donc la vitesse augmente plus vite et la récupération physique surtout est plus rapide, notamment pour les descentes. En effet, sur un siège, c'est plus confortable que sur une selle. Une excellente visibilité aussi naturelle vers l'avant sur 180 degrés, sans contrainte donc dans le cou. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'effectuer, voilà. Pas de torticolis en vue, donc voilà, faire donc ces différents avantages que je viens de vous citer font du vélo couché l'une des meilleures embarcations, l'un des meilleurs engins donc pour parcourir les longues distances. Alors, qu'est-ce qu'a fait justement Sarah Gédor? Donc, elle fait partie des 4 pratiquants sur le territoire qui disposent d'un vélo couché installé depuis 10 ans. Elle a depuis peu décidé de se lancer dans l'humanitaire. C'est pour une opération menée par la Croix-Rouge intitulée T-Point Challenge qu'elle a décidé de relier Koné d'Imbéa en vélo couché pour sensibiliser les Calédoniens sur le goût à l'effort, que pour réaliser des choses, le mental joue beaucoup. Et Michel Pimbé l'a rencontré pour nous. Voyez plutôt ce reportage. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. On était avec mon collègue au secteur de la réduction des risques de catastrophe, avec qui j'ai bossé pendant 4 mois. Et on avait un peu des fourmis dans les jambes, on va dire, et on avait besoin ou envie de collecter des fonds pour fabriquer un cahier de texte. Et on s'est dit pourquoi pas faire un défi sportif. Et donc cette idée qui est partie à 2 au départ, eh bien, on l'a agrandie pour en faire quelque chose d'un peu plus grand et le faire avec les bénévoles de la Croix-Rouge. Donc c'est un relais avec divers sports, chacun a pris son sport favori. Donc moi c'est le vélo couché qui est ici. Donc c'est un vélo qui est fait pour voyager à long terme, voilà, avec des bagages d'habitude, avec des sacoches. Et là ça va être pour faire donc 3 étapes pendant 3 jours, avec 255 km environ. Alors demain, on fait quoi? Alors demain, on part de Koné et on va jusqu'à Bourail, donc ça fait 105 km. Donc tu vas devoir rouler avec le van de sécurité à 15 km/h quand même. Pendant combien de temps? 7 heures. Et on se lève à quelle heure? Je commence à pédaler à 5 heures. Voilà. Oh, d'accord. Et après, l'étape suivante, donc c'est de Bourail à Boulou-Paris, donc 93 km environ. Et ça va être 6 heures de conduite, pour toi comme pour moi. Et le réveil? Et le départ? Départ 6h30, ça va mieux? Oui, ça va Okay. mieux. La dernière étape de Boulou-Paris à Dambéa, 62 km environ. Là, on va rouler 4h30 et on partira un peu plus tard, 7h. 7 heures de route? Grasse mat. Non, 4h30 de route. D'accord. C'est bon? Oui, ça va. Alors, le vélo couché, ça existe depuis très longtemps, je ne sais plus, dans les années 40, je crois. Et ça a été un peu oublié. Et là, c'est revenu, on va dire, un peu à la mode ces dernières années. Voilà. C'est encore fabriqué artisanalement, parce qu'il y a peu de monde qui s'en sert. Donc les avantages d'un vélo couché, avant tout, c'est le confort. Pour faire du long terme, c'est excellent, parce qu'on n'a pas de douleur au postérieur, aux mains ou au cervical, on évite tout ça. Donc voilà, on pédale plus longtemps, on va dire.
Au niveau de l'aérodynamisme, c'est meilleur en descente. On va être plus rapide qu'un vélo droit ou un type VTT, pas un vélo de course, mais type VTT. En montée, on va être plus lent parce qu'on ne peut pas se mettre en danseuse, on appuie sur les pieds. Et en plat, on va dire c'est à peu près équivalent, voire un peu plus rapide parce qu'on prend moins le vent. Et là, la Croix-Rouge a souhaité que je sois accompagnée de 2 véhicules de sécurité, ce qui est une bonne chose parce que voilà, éviter les accidents tant qu'à faire. Et donc il y aura un véhicule de sécurité Croix-Rouge derrière et un autre véhicule devant, banalisé. Les 2 auront des gyrophares et les warnings. Non, il n'y a pas eu de préparation physique. Juste la semaine dernière, j'ai fait 3 fois 30 km, c'est tout, ce qui n'est pas assez puisqu'il faut viser 100 km presque 3 fois. Donc la préparation, on va dire, c'est le mental essentiellement. C'est là-dedans que ça se passe. Je sais que je vais pouvoir le faire physiquement parce que j'ai déjà testé mes capacités. Comme je disais, j'ai fait 92 km maxi en Malaisie avec 20 kg de bagages. Donc je me dis que sans bagages, 100 km, ça devrait passer. Tout le monde peut en faire, tout à fait. Après, il faut trouver un vendeur déjà, mais tout le monde peut en faire. On passe 5 à 10 minutes ou des fois que 2 minutes à trouver l'équilibre. Il faut réapprendre à faire du vélo simplement, voilà. C'est pas pareil. Et on peut tomber du premier coup, mais voilà. Donc entre chaque étape, on va avoir cette petite bête, donc c'est Tipwen, la mascotte de la Croix-Rouge pour le programme de réduction des risques de catastrophe. Donc on va se faire passer entre chaque sportif à chaque fois. Ce sera notre relais, comme les gens qui courent sur une piste. Voilà. Donc il va se balader là sur la première étape sur le vélo, après il va être sur un sac à dos, etc., sur un cheval, sur le voilier. Et donc on va avoir plusieurs stands Croix-Rouge, comme aujourd'hui à Koné, avec des bénévoles de la province Nord qui collectent, qui demandent aux gens de faire un petit don. Les bénévoles de l'antenne Croix-Rouge de Koné sont très heureux de passer ce relais et te souhaitent beaucoup de courage et beaucoup de chance, une belle promenade jusqu'à Dunbuy. Merci. Bon courage. À bicyclette, sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre. Devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. Quand on a ça se passe plutôt bien, on a de la chance, il n'y a pas trop de vent, un super temps. Là on a fait 25 km à peu près. Donc on va dire un quart du trajet. C'est cool, ça se passe bien, super. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons, nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Alors dernièrement s'est déroulée la 45e édition du Tour cycliste. Alors est-ce qu'il est possible de voir un cycliste concourir avec un vélo couché? Peut-être toi? Alors pour l'instant, oui, on verra bien. Pour l'instant, vélo couché et compétition à Élise, je dirais que c'est 2 mondes différents. Et c'est l'Union cycliste internationale qui en a décidé ainsi. Pour tout type de compétition internationale et locale, l'UCI a défini un type de vélo spécifique donc pour les compétitions. Et les caractéristiques du vélo couché ne correspondent pas à celles fixées par l'UCI. Donc il ne peut donc pas être utilisé dans les compétitions fixées par l'UCI. Donc pour le Tour de Calédonie, aucun risque de voir un jour le maillot jaune à l'horizontale sur le col d'Amos, Élise. Alors où est-ce que l'on peut justement se procurer ce vélo couché, par exemple pour une pratique dominicale par exemple? Une pratique dominicale uniquement donc le dimanche plaisir, pour Élise. Voilà. Donc Élise, il faut savoir que ces vélos ne se sont fabriqués, je vais y arriver, uniquement qu'en Europe et ils sont en vente à partir de 2000 €, ce qui vaut un peu 200 000 francs CFP. D'accord, donc je vais rester à la marche. Merci Jamie. Merci Élise et merci à tous.
Bonjour Anna, tu nous emmènes à Yengen aujourd'hui avec le médecin du dispensaire qui se déplace à la tribu de Wayaguet. Salut Elise, bonjour à tous. Avant de commencer, comme à mon habitude, une petite présentation si tu veux bien. Yengen en langue fayi se dit Yehen, ce qui signifie pleurer en marchant. Alors elle est située à environ 5 heures de route de Nouméa. Et pour Wayaguet, alors là, pour se rendre à Wayaguet, il faut faire 2 heures de route encore, hein, en plus, depuis le village, ce qui fait environ 50 km. C'est vrai que c'est assez éloigné hein, du village. On a vu il y a quelques temps un reportage d'ailleurs avec les infirmiers libéraux de Yengen. On a pu voir qu'ils faisaient beaucoup de routes chaque jour. Hein. C'est vrai. Et Catherine, hein, qui est le médecin du dispensaire, elle aussi, je peux te dire qu'elle en fait pas mal, hein, des kilomètres. Elle se rend à Wayaguet une fois par mois. Et ce jour-là, le jour où je l'ai accompagnée, elle était avec l'AVS, l'auxiliaire de vie et de santé du dispensaire. Il y avait aussi un infirmier de l'antenne psychologique de Pointe-Dimier, également une infirmière en gériatrie, un enquêteur aussi qui était là, qui était chargé de conduire une enquête hein, pour la province Nord en ce qui concerne toutes les maladies pulmonaires, la BPCO. D'ailleurs, NCTV avait présenté hein, le travail de l'AVS en dispensaire il y a quelques temps et aussi donc avec des reportages hein, aussi. L'infirmière en gériatrie. C'est vrai, Elise, tu t'en souviens bien. Moi, j'avais suivi l'AVS du dispensaire de Wailou et on avait pu voir hein, l'importance justement d'avoir une AVS au sein d'un dispensaire, puisque, outre la connaissance du terrain, de la population, elle maîtrise aussi la langue, c'est un atout en plus. Et à Yengen, c'est Beva, hein, l'AVS, et elle aussi, elle est vraiment indispensable lors de ses visites en tribu, justement. Il y avait beaucoup de passion à Wayaguet. Oui, là-bas, tu sais, c'est tellement loin que les personnes, justement, c'est un bénéfice pour elles d'avoir cette visite à la tribu. Donc, elles viennent facilement consulter. Et la plupart aussi sont suivies, hein, ils ont un traitement. Donc, c'est l'occasion aussi pour elles de venir récupérer, justement, leurs médicaments ce jour-là. Et il y a un bâtiment prévu spécialement, je veux dire, pour ces visites-là? Eh bien, en principe, il y a une salle de soins qui est prévue pour cet effet. Celle de Wayaguet a été détruite en attente de reconstruction. Donc, pour l'instant, cela se fait dans une école, dans une maison, pardon, un logement hein, d'enseignants qui est inoccupé. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Beva, l'AVS, elle pèse les personnes avant la consultation, prépare les dossiers. Mais moi, je te propose plutôt de suivre tout ça en images. Et c'est maintenant, on va à Wayaguet. Voilà, tout ça c'est les dossiers de la tribu de Wayaguet. On est obligé de prendre tous les dossiers de tout le monde puisqu'on ne sait pas qui on va voir exactement. Les antibiotiques, les antalgiques, de quoi faire des pansements. Et voilà, la balance. Hop. Nous organisons tous les mois dans les tribus éloignées des visites en tribu et des visites à domicile pour les patients handicapés qui sont en perte de mobilité pour faire le suivi des patients qui ont des pathologies chroniques, essentiellement maladies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires. Il y a aussi des patients qui viennent pour des problèmes aigus, profitent du fait qu'on soit en visite en tribu ce jour-là pour venir nous voir plutôt que de descendre au village. Voilà, donc à Wayaguet, c'est une visite qui est assez importante puisque la population de la tribu est importante. On voit entre 25 et 35 personnes à chaque fois. Nous partons avec l'auxiliaire de vie qui sort les dossiers, qui prépare les médicaments, enfin les pochons des traitements
par rapport au dossier, qui aussi voit s'il y a la couverture sociale est à jour, qui voit s'il y a des formulaires à remplir pour renouveler l'aide médicale. Nous partons avec un infirmier, en principe c'est l'équipe infirmier et médecin, pour réaliser les consultations et en même temps faire les soins qu'on peut faire en tribu, donc les vaccinations. On peut faire quelques prises de sang qui sont possibles, dont les résultats sont analysables et interprétables, puisque les prises de sang qu'on fait en tribu sont descendues au dispensaire le soir, décantées, congelées et amenées au laboratoire le vendredi avec les autres prises de sang du dispensaire. Voilà. On peut faire les intramusculaires, les injections pour les patients qui ont un traitement chronique par injection, les patients qui ont des problèmes psychiatriques ou des adultes ou les enfants qui ont un RAA, qui ont besoin d'une injection mensuelle. Oui, ça... Pas de problème? Oui, le problème toujours, c'est la cheville, il fait mal. Ça fait mal la nuit ou ça fait mal au nez? Ça, tu auras toujours 2-3 d'avance. Ok? Moi, j'en ai pas là. Ça, c'est un médicament, c'est si tu as très mal. Nous avons des caisses de médicaments élaborées à partir des traitements fournis par la province Nord, par la pharmacie de la Dépasse Nord, qui nous permettent de changer le traitement en urgence ou de donner un traitement, de délivrer un traitement en urgence pour des pathologies aiguës. Quand on voit les patients en visite tribu, notamment les infections respiratoires, les infections cutanées, on est autonome, le patient n'a pas besoin de descendre le lendemain au village pour avoir son traitement. On délivre régulièrement des pharmacies familiales, c'est-à-dire les pansements, les antiseptiques, le Doliprane, pour que les familles qui sont en situation isolée puissent avoir le nécessaire pour soigner les bobos et prendre en charge la fièvre ou la douleur avant d'arriver au dispensaire. C'est l'antibiotique, c'est des gros cachets, mais tu n'es pas obligé de les avaler, hein. Tu peux les faire fondre, si tu veux. Un le matin, un le soir, 6 jours. Je suis venu avec le dispensaire qui fait sa visite tribu et j'en profite pour faire mes visites à domicile et entretiens infirmiers. Donc ça consiste à rencontrer les patients sur leur lieu de vie pour savoir comment ils vivent, comment ils se sentent avec leurs médicaments, leurs traitements, s'ils le prennent bien. Donc on assure en fait la continuité du soin, le suivi de ces patients. Nous on est en lien avec le dispensaire d'Yengen via un infirmier du dispensaire qui est référent. Il connaît tous les patients de la commune et on échange tous deux à propos de ces patients. Et c'est eux qui prévoient les rendez-vous avec le docteur quand il vient pour ses consultations. Ça nous permet aussi d'avoir des soins à proximité, que ce soit handicap, personnes âgées ou toute la population de Ouéguet. Une visite tribu, c'est notre soin à proximité. La consultation, elle est plus courte ici qu'au dispensaire, on est dans des conditions plus vétustes, mais le fait de voir les patients tous les mois, on peut vraiment proposer un suivi médical de qualité, même pour les patients qui ont plusieurs pathologies et pour lesquels c'est difficile de faire un bon suivi. Certes, les patients savent que dans leur projet de soins, il faudra que de temps en temps, ils aillent au dispensaire pour faire un électrocardiogramme, pour faire une prise de sang, mais on limite au maximum les déplacements. Je pense que le fait de venir en tribu dans les endroits où c'est assez difficile d'aller au dispensaire, ça permet vraiment de consolider l'alliance thérapeutique. On fait notre pas, on fait le chemin pour aller vers les patients et eux, ils font aussi le chemin pour voir des spécialistes quand il faut.
on améliore vraiment la qualité des soins. Voilà, donc tout un parcours pour arriver à Waiagete. Ça doit faire de longues journées quand même pour... Oui, c'est très, on va dire, fatigant, éprouvant, puisqu'on est arrivé vers 10h du matin, après 2 heures de route. Ensuite, ça a été non-stop jusqu'à environ 16h, avec juste une petite pause pour le médecin et les autres personnes pour grignoter un peu, casser un peu la croûte. Et ensuite, les consultations ont repris jusqu'à 16h. Et après, il y a eu les visites à domicile pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà, et ensuite le retour vers le village de Yingen, 2 heures de route à nouveau, arrivé au village vers 18h30 par là. Bon, après on va dire qu'au cœur de cette intervention, c'est souvent le patient qui est important. Voilà, on va dire bonne continuation quand même à ces personnes qui œuvrent pour le bien-être des populations. Des infos pratiques à partager, Anna? Juste le numéro du dispensaire de Yingen, qui est le 47 75 00. Voilà, tout simplement. Merci Anna pour toutes ces informations. Donc les téléspectateurs pourront te retrouver la semaine prochaine. Et puis on souhaite à tout le monde un bon week-end. Alors en Nouvelle-Calédonie, on adore cuisiner la crevette avec plusieurs ingrédients, donc avec la crème fraîche, au curry. Mais aujourd'hui, donc, je vous propose des crevettes au pastis. Mais attention, n'en abusez pas. Je me trouve actuellement dans un restaurant sur Blue Paris, à côté des fermes de péniculture, la culture de la crevette, produit très local. Et nous allons faire une petite recette à base de ce produit, donc des crevettes flambées au pastis. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'à peu près 7 crevettes, de quelques brins de persil, d'un peu de pastis, d'un demi-verre de crème fraîche liquide, d'une gousse d'ail, d'une demi-échalote, de sel et de poivre. Alors pour commencer cette recette, nous allons attaquer par les crevettes. Donc il faut les décortiquer, tout en gardant la tête, car c'est la tête qui va nous donner le goût de la sauce, et garder la queue pour l'esthétique. Voilà, donc pour les décortiquer, on met le pouce sur le côté et on tire en fait. Et voilà. Donc il faut toutes les décortiquer. Hop. Ensuite, nous allons éplucher notre gousse d'ail. Et la hacher au couteau. Hop. En suivant, je vais émincer ma demi-échalote. Et continuer avec quelques brins de persil. Et ensuite, nous allons pouvoir passer à la cuisson. On allume le feu à feu vif. On y ajoute à peu près une cuillère à soupe d'huile. Donc une fois notre poêle bien chaude, on met les crevettes une à une. On les laisse 1 minute de chaque côté. Donc une fois les crevettes mises dans la poêle, nous allons mettre nos échalotes. Et l'ail avec en même temps. On retourne les crevettes. Alors, il faut bien les faire colorer. C'est ce qui va donner du goût à notre sauce. Donc une fois nos crevettes bien colorées, il faut mettre le feu à feu doux, c'est-à-dire des petites flammes. Donc on y ajoute notre pastis, hors du feu, et avec le briquet, on fait flamber. Comme ceci. Une fois flambé, on y ajoute notre demi-verre de crème.
notre persil. On y rajoute une pincée de poivre et une pincée de sel. On remue bien. Il n'y a plus qu'à laisser 1 à 2 minutes, le temps de réduire un petit peu la crème et de prendre le goût. Alors, une fois la crème épaissie, nos crevettes sont prêtes. Alors vous pouvez servir vos crevettes avec une petite purée maison ou une petite salade et les déguster tout simplement avec un petit verre de vin blanc. Bon appétit! Salut Mara. Salut Elise, salut à tous. On les ressort de plus en plus du garage où on les achète neufs dans les magasins. Les vélos ont retrouvé la cote auprès de nous ces derniers temps. En 2014, une hausse des ventes de 7% a été enregistrée par rapport à l'année précédente, ce qui prouve l'engouement de la population pour le 2 roues. Oui, et même sur les chiffres, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler. On voit de plus en plus de gens se déplacer en vélo. Oui, et que ce soit pour l'aspect ludique ou pratique d'ailleurs, puisque beaucoup d'entre nous se rendent au travail à vélo lorsque c'est possible évidemment. Les campagnes de sensibilisation au sport n'y sont pas pour rien. Partout dans le monde, de nombreuses initiatives sont mises en place pour nous inciter à la pratique du vélo. Et les constructeurs aussi savent nous donner envie en proposant des modèles attractifs, esthétiquement parlant, ou alors avec le gadget à la mode par exemple. En tout cas, moi si je m'achète un vélo, ce sera un vélo électrique. Et pour les côtes, je te comprends et on n'est pas les seuls puisque le vélo électrique reste et demeure le courant fort de la filière 2 roues en 2015. C'est le net constat qui a été fait à l'issue du salon Eurobike de cette année, la 24e édition du salon qui s'est déroulée à la fin août en Allemagne. 4 jours, 45 870 visiteurs professionnels de 103 nationalités différentes, 1350 exposants représentant 53 pays, 20 730 visiteurs grand public mordus de vélo et 1766 journalistes présents sur place. Autrement dit, la référence mondiale pour le vélo. Je vous propose d'aller faire un tour dans ces allées à travers ce reportage. Eurobike 2015, climat au beau fixe pour la planète vélo. C'est la référence mondiale pour le marché du vélo. L'Eurobike, à Friedrichshafen, en Allemagne, expose les dernières nouveautés en termes de modèles et de fonctionnalités. Gros plan cette année sur les e-bikes, moteur de la croissance actuelle de l'industrie du vélo. Le vélo connecté et les applications multimédia ont le vent dans le dos. Voici Kobi, un objet connecté à fixer sur le guidon qui permet de poser son téléphone. Compteur de vitesse, GPS, calcul de la distance parcourue, cadence et nombre de calories brûlées, appel, écoute de la musique. Il se transforme même en antivol sous forme d'alarme quand le téléphone n'est plus accroché. Kobi steht für Connected Biking und ist ein System, was aus jedem Kobi Fahrrad signifie vélo connecté. C'est un système qui transforme tout vélo en vélo intelligent. Nous combinons 6 pièces d'accessoires de vélo existants en un seul sur la base d'un smartphone et le logiciel est livré avec plus de 100 fonctionnalités qui amélioreront l'expérience cycliste des utilisateurs. die das Radfahrerlebnis bereichern. Se remettre au vélo même en cas de problème cardiaque, c'est possible avec le LifeBack qui possède une fonction de surveillance médicale. Ce vélo électrique est capable de prendre le relais en cas de rythme cardiaque trop élevé. Autre innovation avec le plus petit compteur vélo GPS du marché. De la taille d'une boîte d'allumettes, il permet l'affichage de toutes les fonctions habituelles d'un compteur vélo. Il intègre en plus une connectivité sans fil. Il sera donc possible de le coupler avec des capteurs vitesse, cadence et cardio. L'Italien Neox signe une première. Le bras arrière de son VAE renferme une boîte 8 vitesses séquentielle électrique avec un moteur intégré. Ce dernier est situé au niveau du pédalier tout comme la boîte de vitesse. Le switch est placé à droite sous la poignée. Parmi les systèmes que nous avons développés, il y a la libération de la roue arrière en quelques secondes. La chaîne est guidée et complètement fermée. Nous avons aussi un dispositif anti-vol sur la base d'un code PIN qui fixe le vélo en mode roue libre. Le vélo devient inutilisable si quelqu'un essaie de le voler. Les accessoires et l'habillement constituent aussi un marché important. Exemple avec ces chaussettes 100% étanches. Des shorts fabriqués en matière recyclée comme des filets de pêche et de l'huile de café moulu.
Ce gilet est non seulement imperméable, mais il est aussi conçu avec une coque extérieure réfléchissante à 100% pour une visibilité maximum. Ces lunettes de soleil s'adaptent en un clic à l'intensité lumineuse. Elles seront disponibles fin octobre au prix de 300 €. Les verres fonctionnent comme une petite télévision. Il y a des cristaux liquides sur l'arrière du verre. En pressant sur le bouton, vous pouvez assombrir ou éclaircir les verres. Le City Lock est une selle qui se transforme rapidement en cadenas. Un système qui sera disponible à la fin de l'année au prix de 150 €. Enfin, le Bike Lift est un porte-vélo. Il dispose d'un ascenseur électrique qui soulève les vélos et les abaisse vers le sol. Plus besoin de se casser le dos. Voilà, en effet, tout est là pour nous donner envie de faire du vélo. Ça serait bien qu'on ait un peu plus de pistes cyclables chez nous, comme ça, pour faire du vélo en toute sécurité. Bon, c'est un autre débat. Et pour la suite, on quitte les 2 roues pour passer aux 4 roues. Oui, Élise, mais un 4 roues plutôt insolite qui passe absolument partout et qui ne ressemble à rien de connu, sauf peut-être à une araignée comme vous allez pouvoir le voir. Un véhicule entièrement électrique, donc silencieux, dont l'originalité principale est qu'il possède 4 moteurs, un par roue. Un moteur par roue, mais ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à rendre l'engin absolument passe-partout grâce à la façon dont il est conçu. Le mieux, c'est de le voir en image. Je vous laisse découvrir la Swincar. Le Swincar est un drôle de véhicule électrique aux aptitudes tout-terrain très développées. Avec ses airs d'araignée, il peut rouler sur des pentes avec une inclinaison de 70 degrés. Développé par une entreprise française basée dans le sud, il sera produit à la fin du mois d'octobre. Nous, on a une machine qui est entièrement électrique, alors que les quads, dans leur très grande majorité, sont des machines à moteur atmosphérique, donc non bruyants, non polluants pour le Swincar, avec des capacités de franchissement qui sont extrêmes, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des choses avec le Swincar qu'aucune machine normale ne peut faire avec une cinématique normale. Chaque roue possède son propre moteur électrique et des suspensions indépendantes à la fin de chaque bras, ce qui signifie qu'elles peuvent s'incliner indépendamment les unes des autres et que le conducteur, lui, peut rester droit. Le véhicule fait en aluminium mesure 1,30 m, pèse 150 kg et peut rouler à 30 voire 40 km/h. Nous avons une application qui est particulièrement intéressante pour les personnes handicapées, alors qui en fait pas une application mais plutôt une déclinaison du véhicule normal. Cette déclinaison du véhicule normal permet à des personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder, puisque les 2 bras sur lesquels, enfin de chaque côté sur lesquels sont accrochées les roues, peuvent s'ouvrir de façon à permettre l'accès à un fauteuil roulant. D'après ses créateurs, le Swincar peut être utilisé dans de nombreux domaines comme la sécurité, la défense, l'agriculture ou encore l'élevage. Voilà, un beau jouet pour les amateurs de sensations fortes et pour ici, il y a plein d'endroits où on ne peut pas passer. Ça donne envie d'essayer, n'est-ce pas, Amra? C'est clair. Par contre, il faut le budget, puisque le prix de départ est quand même de 12 000 €. Donc ça fait environ 1,5 million. Et si en plus on veut faire des balades en amoureux, là il faudra attendre la version biplace qui est en cours de finalisation, comme la version dont le constructeur parlait dans le sujet, qui est destinée aux personnes à mobilité réduite. À noter aussi que l'entreprise compte homologuer son engin pour la route comme véhicule sans permis en fait. Eh bien, attendons de voir si ça arrive jusqu'à nous. Et je crois que tu vas continuer justement avec les jouets pour adultes pour la suite. Oui, pour les adeptes de sport nautique cette fois-ci, de nombreux salons sont dédiés à ce marché, dont le salon Interbot qui se déroule en Allemagne et au cours duquel les visiteurs peuvent découvrir les toutes dernières innovations en la matière. Un aperçu rapide avec ce reportage Interbot, sport aquatique et nouveautés high-tech.
Interbot est un grand salon nautique allemand qui s'est tenu à Friedrichshafen, au sud de l'Allemagne. Quelques 500 exposants sont venus présenter leurs nouveautés. La tendance, ce sont les sports aquatiques comme le wakeboard par exemple, qui sont en train de devenir des sports à part entière. Beaucoup de monde s'y intéresse. Le stand-up paddle est aussi très attractif. Il y a des compétitions, mais aussi des rassemblements. Des milliers de personnes pratiquent ces sports. La tendance, ce sont donc ces nouveaux types de sports aquatiques qui étaient un peu en marge et qui sont en train de devenir mainstream. Et voici un petit ROV, un sous-marin commandé à distance. Équipé de sa fameuse petite caméra, il peut descendre jusqu'à 10 mètres pour une vitesse de 2 nœuds. Durée de vie de sa batterie entre 30 minutes et 1 heure, ce qui laisse de la marge. Il faut débourser 1 500 € pour voir ce ROV plonger à votre place. Et c'est la même boîte, Thunder Tiger, qui a développé ce drone 4 hélices qui doit pouvoir pêcher à votre place, là aussi. Il est doté d'une fonction qui lui permet d'embarquer des lignes avec des appâts, histoire de pouvoir lancer dans des coins impossibles, et tout ça moyennant 900 €. Et voici le gadget ultime dans tous les sens du terme d'ailleurs. Une petite île motorisée avec son palmier réglable. Là, il faut sortir 15 000 € pour être ultime. Et bien voilà ce qu'il me faut ici en Nouvelle-Calédonie. Tu n'aurais pas 15 000 € par hasard? Écoute, on économise et on partage, il y a 2 places dedans. Pourquoi pas? Allez, c'est parti pour faire des économies. Merci Mara pour ces découvertes qui font vraiment envie. Merci, on te retrouve donc la semaine prochaine. Merci à toi Élise, je vous souhaite un excellent week-end. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.